Comment porter au plus haut, pour la France et pour le monde incertain dont elle est enveloppée, les chances de la paix? Et si, malgré son effort et sa volonté de paix, elle est attaquée, comment porter au plus haut les chances de salut, les moyens de la victoire? Ainsi s'exprimait Jean Jaurès il y a plus de 100 ans depuis cette même tribune. Les termes du débat actuel n'ont pas varié. Plus que de 413 milliards, c'est de notre vision pour la France, c'est de notre ambition pour la place de la France dans le monde dont nous débattons. Comment voulons-nous œuvrer pour la paix et défendre la France? Le monde incertain que décrivait Jaurès l'est encore plus aujourd'hui. Crise financière, monétaire, retour des logiques de bloc, retour de la guerre en Europe avec la terrible agression de l'Ukraine par la Russie et crise climatique qui surdétermine tout. L'humanité tout entière est en péril. Alors, deux options s'offrent à nous. Accepter la logique de bloc, se résigner à la guerre, ou bien œuvrer pour la paix et l'intérêt général humain. La France, fille de la grande révolution de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, forte de sa République universaliste, doit se faire le porte-parole de l'intérêt général humain. Qui d'autre le pourrait? La France est une grande puissance. Elle n'est pas une nation occidentale. Elle est présente sur l'ensemble des océans. Sa plus grande frontière terrestre est avec le Brésil. Sa plus grande frontière maritime est avec l'Australie. Notre territoire subira de plein fouet les effets du bouleversement climatique. Face à de tels risques, la France doit œuvrer au sein de l'ONU, qu'il faudra revivifier, pour la création d'une force de réponse aux catastrophes climatiques. Rendre toute sa place à l'ONU, c'est réaffirmer le primauté du multilatéralisme et du droit international. C'est offrir une alternative au retour de la logique belligène des blocs, qu'ils soient états-uniens ou chinois. Pour être crédible dans ses choix, la France doit retrouver la voix singulière qu'elle portait dans le concert des nations lorsque le général de Gaulle l'avait fait quitter le commandement intégré de l'OTAN en 1967. Or, depuis 2008, la France a réintégré ce commandement. Pour quel bilan? Pour quel bénéfice? La voix de la France porte-t-elle plus loin ou au contraire est-elle rendue inaudible par son alignement sur des intérêts qui ne sont ni les siens, ni ceux de l'intérêt général humain? Il en va de même pour le mythe de l'Europe de la défense. Alors que le président Macron entendait façonner une autonomie stratégique européenne, les traités l'affirment, rien n'est possible hors de l'Alliance atlantique. Cette indépendance retrouvée nous permettrait de proposer à toutes les nations qui le souhaitent, notamment européennes, de nouvelles coopérations. Nous devons relancer des discussions pour un nouveau traité faisant de l'espace un bien commun de l'humanité. Nous devons œuvrer pour la mise en place d'un droit international du cyber. Nous devons œuvrer, dans le respect du traité de non-prolifération, au désarmement nucléaire multilatéral des puissances dotées et détentrices. Cette ambition n'est pas contradictoire avec le fait de réaffirmer qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire demeure la clé de voûte de notre défense nationale. Mais si la dissuasion reste crédible aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain? Qui peut nous garantir que la dissuasion nucléaire ne sera pas un jour notre nouvelle ligne Maginot? Quel dirigeant responsable pourrait affirmer aujourd'hui que dans 30, 40, 60 ans, la dissuasion nucléaire sera infaillible? Car avec les ruptures technologiques dans l'espace, dans les fonds marins, dans le cyber, dans le domaine de l'hypervélocité, il se pourrait que notre dissuasion soit contournée. Ce risque, même infime, il n'est pas acceptable de s'y exposer et d'y exposer la nation. Dès lors, nous devons l'anticiper. Il faut explorer toutes les pistes d'action dissuasives crédibles, y compris non nucléaires. C'est pourquoi nous proposons de créer un commissariat à la dissuasion de demain. Elle sera peut-être spatiale, cyber ou autre. Il est certain, en tout cas, que l'avenir de notre nation se jouera dans ces espaces. Nos entreprises de défense excellent dans ces domaines, comme dans les autres, grâce aux ouvriers spécialisés, aux techniciens et aux ingénieurs qui font leur puissance. Nous devons les ramener dans le giron public pour rester maîtres de notre destin. Nous devons mobiliser toutes les compétences. C'est pourquoi nous proposons une conscription citoyenne, loin de votre SNU, gadget réactionnaire et folklorique qui n'apporte rien à la défense de notre pays, mais fait peser une menace de plusieurs milliards d'euros sur votre programmation. Notre conscription citoyenne sera le moyen de mettre la totalité de la nation en mouvement pour œuvrer contre les effets du changement climatique et les crises multiples qu'il engendrera. L'avenir de notre nation
dépend enfin des femmes et des hommes qui s'engagent pour la défense de notre patrie. Nous devons leur garantir des conditions d'exercice et une rémunération digne et un accompagnement exemplaire pour nos blessés et nos anciens combattants. Les enjeux présents et futurs sont immenses. Notre devoir est d'y répondre en donnant aux armes de la France les moyens nécessaires pour la défense de la patrie et la promotion de la paix.